Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Nous retrouvons cette semaine Bernard Michon, historien maître de conférences à l'Université de Nantes, et Guy Sopin, professeur émérite en histoire moderne à l'Université de Nantes également. Merci à tous les deux d'être là. Alors Guy Sopin, la semaine dernière, nous avons commencé à aborder la traite atlantique vue de l'Afrique. Cette semaine, nous vous proposons de poursuivre cette discussion et de parler des conséquences sur les sociétés africaines. Ma première question est pour Bernard Michon. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les 3 grands courants de la traite des Noirs ? Oui, notre propos est aujourd'hui centré sur les Africains et la traite atlantique, mais il faut rappeler en préambule, évidemment, que 3 grands courants de traite ont concerné le continent. D'abord, les traites internes, auxquelles vous avez fait référence précédemment. Nous y avons consacré une émission. Les traites orientales, qui désignent le commerce de captifs africains à destination des sociétés musulmanes, et enfin les traites occidentales organisées par les puissances européennes. Guy Sopin, l'arrivée le long des côtes africaines des Européens bouleverse les rapports entre les différentes entités politiques en place. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les principales transformations sociales provoquées par la traite atlantique et donc la déportation massive de personnes ? La traite des esclaves, vue par l'élite africaine, est le moyen de conserver son pouvoir. C'est-à-dire que, par le monopole qu'elle entend exercer sur ce commerce extérieur, elle entend se réserver les profits pour maintenir sa puissance sur l'ensemble de la société. Essentiellement par la possession des produits étrangers, conçus comme des produits de luxe, essentiellement des tissus, c'est essentiellement ça qui les intéresse, tissus qui viennent d'Europe ou qui viennent de l'Inde, et qui sont rapportés de l'Inde par les navires sur le marché européen pour être revendus en Afrique. Mais il y a 2 éléments qui peuvent aussi contribuer à déstabiliser ces élites au pouvoir. Le premier élément, c'est que pour faire du commerce, il faut des marchands. Et ces marchands peuvent s'enrichir et acquérir une relative autonomie. Donc, soit l'élite en place les absorbe, et comme ça se renouvelle, se maintient au pouvoir, tout en étant rénové, soit ces marchands enrichis sont capables de remplacer, de se mettre à la place des élites traditionnelles. Le deuxième élément qui peut être également subversif pour l'élite au pouvoir vient des seigneurs de guerre, c'est-à-dire ceux qui conduisent principalement les razzias. Ces seigneurs de guerre autonomes, qui n'obéissent pas aux États, qui ne sont pas les chefs de l'armée réglée, peuvent acquérir une puissance tout à fait exceptionnelle et, là aussi, renverser les élites traditionnelles. Il y a donc 2 principes contradictoires. Le premier principe fondamental, c'est que l'élite se sert de la traite pour conserver son pouvoir, mais la traite produit des enrichissements de marchands ou de guerriers qui peuvent servir à renverser cette élite au pouvoir en place. Guy Sopin, parmi les marchandises de traite, vous avez évoqué les tissus, les textiles, mais évidemment, les Européens apportent également des armes blanches, des armes à feu, pour les échanger contre des captifs africains. Est-ce qu'on peut dire que cet afflux d'armes constitue un facteur de déstabilisation de l'Afrique subsaharienne ? Alors c'est une question très débattue. Et il faut essayer d'éclaircir les données de cette discussion. Une première chose semble aujourd'hui bien établie par la recherche historique. Les Africains se font la guerre entre eux pour des raisons qui leur sont propres. C'est-à-dire que ce n'est pas l'arrivée des Européens qui provoque la guerre en Afrique. Les Africains ont des comptes à régler. Il y a des dominants qui veulent dominer les autres, il y a des impérialistes qui veulent saisir les autres. Ils ont leur raison propre, africaine, de se faire la guerre. Naturellement, l'apport des armes européens joue un rôle. Et on peut penser que
cet apport excite, renforce, soutient. Elle n'en est pas la cause, mais elle soutient ces relations très conflictuelles qui existent entre les petits États africains. Et d'une certaine façon, une autre question est de se dire à quel moment, c'est une question de chronologie, hein, à quel moment est-ce que l'apport des armes européennes est vraiment devenu décisif, c'est-à-dire à quel moment est-ce que les techniques de guerre, hein, la tactique de guerre a érigé le fusil européen en arme vraiment décisive pour la victoire. La tendance de la recherche historique est de dire que c'est très tardif. Guerre avant la fin du XVIIIe siècle et principalement le XIXe siècle. Vous écoutez Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Je suis avec les historiens Bernard Michon et Guy Sopin. Guy Sopin, est-ce que tous les souverains africains ont accepté de vendre des captifs aux Européens ? Non, il y a des exceptions. Et il y a aussi une grande irrégularité. Certains États l'ont fait, ont arrêté, ont recommencé. Donc, tout dépendait des élites en place ? Oui. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une histoire d'équilibre entre le marché. Si on vend à l'extérieur, on peut manquer pour l'intérieur. Et donc, selon les priorités du moment, on peut considérer qu'il faut garder les esclaves pour le développement de son économie interne. Et donc, ne pas les vendre à l'extérieur. Ou à d'autres moments, si il y a une surabondance d'esclaves dans l'espace, on va au contraire à la suite de guerres, par exemple. Hein. Tout ceci doit être très lié à la chronologie des guerres. Au sortir des guerres, sans doute que les ventes extérieures gonflent. Dans les périodes de paix, sans doute qu'elles baissent. Est-ce que c'est seulement lié à, entre guillemets, l'offre et la demande, ou est-ce qu'il y a aussi des souverains qui ont refusé, pour d'autres raisons, de vendre des captifs aux Européens ? Les souverains peuvent effectivement refuser de vendre des esclaves en dehors du territoire qu'ils contrôlent. Certains souverains considèrent que l'esclavage est tout à fait légitime et juste à condition qu'il concerne son territoire et à condition de ne pas vendre des hommes libres de son royaume. Guy Sopin, l'un des motifs invoqués par les Européens pour justifier la colonisation du continent africain dans la deuxième moitié du XIXe siècle était justement de mettre fin à la pratique de l'esclavage. Que s'est-il passé ? Pour bien répondre à cette question, il faut d'abord considérer que, avant de supprimer l'esclavage, on a supprimé la traite des Noirs. Cette suppression de la traite des Noirs s'inscrit dans la première moitié du XIXe siècle. Et on a pensé, de façon trop simpliste et trop rapide, que de supprimer la traite des Noirs allait supprimer l'esclavage en Afrique. Ça n'a pas été le cas, parce que l'introduction d'un autre type de commerce par les Européens, le commerce de produits agricoles, comme l'arachide pour l'Afrique de l'Ouest, ou comme l'huile de palme,
ou encore comme d'autres produits, mais ce sont les deux principaux, a entraîné des besoins de production, des besoins de main-d'œuvre. Et donc, on a vu se développer tout le système de la saisie d'esclaves sur le continent africain pour apporter de la main-d'œuvre à ce système. Ça a relancé de la productif. traite interne, Tout à de fait. sorte. Et cela a servi de prétexte, cela a servi de prétexte aux Européens pour justifier la colonisation à la fin du XIXe siècle. Il faut dire que là-dessus, la colonisation a été totalement hypocrite, c'est-à-dire que sur place, on aidait les chefs esclavagistes tout en dénonçant leurs pratiques pour justifier la conquête militaire. Et quelles sont les attitudes des sociétés africaines aujourd'hui vis-à-vis de ce passé esclavagiste ? C'est une question très délicate, très compliquée, parce qu'il y a un réflexe dominant qui est celui de ne pas en parler. Ça peut se comprendre dans la mesure où, aujourd'hui, il y a les descendants des esclaves et les descendants des esclavagistes qui vivent ensemble. Et donc, parler de ce problème peut apparaître comme de jeter de l'huile sur le feu et de créer des dissensions internes dans des pays qui n'en manquent pas. Donc, le premier réflexe, c'est de ne pas en parler. Tout le monde sait, mais surtout, on n'en parle pas. Et si on en parle, c'est considéré comme une faute morale. D'un autre point de vue, mais c'est un point de vue minoritaire, certains de nos collègues universitaires pensent que tant que l'Afrique va rester dans ce non-dit, tant que l'Afrique va rester sur ce point de vue de faire silence sur ce qui s'est passé, elle ne réussira pas à débloquer ses problèmes internes et qu'il faut mieux affronter une vérité, même si ça fait mal, pour permettre un développement d'avenir, parce que sinon, ça entretient une situation qui est une situation de blocage pour le développement de l'Afrique. Et de tension, j'imagine. Mais, d'après ce que je vois, je pense qu'aujourd'hui, c'est un point de vue minoritaire. C'est encore minoritaire. Guy Sopin, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Le temps est toujours trop court. Bernard Michon, on se retrouve la semaine prochaine. Nous accueillerons Éric Noël, historien à l'Université des Antilles. Avec lui, nous repartons dans l'océan Atlantique et nous aborderons l'histoire de la Martinique. Excellente fin de journée aux auditeurs qui nous suivent. C'était Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Cette émission vous a été présentée par Barbara Chiron de l'association Les Anneaux de la Mémoire, avec à la technique José Pasquale.